Alors, eh bien, bonsoir à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour déjà une 389e rencontre Vlil. Et ce soir, donc, on a la chance de recevoir Alexandre Bertin pour son roman Les Silences de Pietrasecca aux éditions Emmanuel Colas. Comme vous le voyez, on va aller en direction de l'Italie et dans le passé aussi, qui est sorti donc le 2 mai dernier. Alexandre, je suis ravi de te recevoir ce soir pour ce roman qui n'est pas un premier roman. J'ai cru à un moment donné que c'en était un, et bien non, c'est un deuxième roman. Le premier avait été écrit il y a déjà quelques années, qui s'appelait Dixième Manche, une histoire américaine, où au-delà de ça, au-delà de ces deux romans, tu écris aussi, j'ai cru comprendre, des poèmes, des chansons en anglais. Tu as été longtemps marqué par la littérature américaine. On va commencer par cela. J'aimerais que tu nous dises finalement comment tu pourrais décrire ta matrice d'écrivain. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi d'être là. Je vois quelques petits visages connus de ci, de là. Merci Anthony pour l'invitation et puis merci à Emmanuel aussi de m'avoir fait confiance en acceptant ce manuscrit qui est devenu ce joli livre avec cette très belle couverture. Très content de la couverture qui fonctionne plutôt bien. Pour répondre à ta question, alors moi je suis pas un écrivain né. Contrairement à beaucoup de collègues, maintenant je dis collègues, hein, j'ai écrit deux romans, donc j'appelle les, les autres écrivains et les autrices des collègues. C'est vrai que beaucoup d'entre eux disent avoir écrit depuis l'âge de 6 ans. Voilà, moi je suis surtout avant tout un lecteur. Depuis que je sais lire, je lis. Je lis beaucoup avec des phases hautes et puis des phases un peu plus basses. Et donc la matrice finalement de l'écriture chez moi, c'est surtout la découverte de la littérature. Parce que moi j'ai commencé à écrire. Alors en effet, j'ai écrit à l'adolescence quelques chansons un peu niaises en anglais pour que personne les comprenne. J'ai écrit des bouts de début d'histoire en m'inspirant de livres que je lisais par-ci par-là, mais j'ai jamais tenu de journal intime. Euh, voilà, moi c'était surtout les lectures. Donc c'est à travers les lectures en fait que j'ai forgé, comme tu dis, cette matrice-là. Alors en effet, la littérature américaine, ça a été une source d'inspiration à partir de l'adolescence, on va dire. Voilà, fin de l'adolescence, début de l'entrée dans la vie d'adulte, avec ma découverte de la Beat Generation et de Jack Kerouac, qui m'a vraiment fait comprendre que qu'on pouvait aussi, au-delà de raconter des histoires comme ce que je lisais avant, qui étaient surtout des histoires, là, on est, avec Kerouac, on est dans autre chose, on est dans un processus en action, j'ai envie de dire, hein, puisque lui, il a lié clairement l'histoire, le fait de raconter une histoire à son écriture, au process d'écriture, hein, sur ce long rouleau de plusieurs centaines, dizaines ou centaines de mètres de long. Et donc voilà, donc en découvrant Kerouac et ensuite la littérature américaine, euh, à un moment donné, j'ai eu un déclic et je me suis dit que moi aussi, j'avais envie de raconter des histoires. Voilà, donc d'abord la Beat Generation et puis ensuite une grosse claque avec Hubert Selby Jr. aussi, avec ses romans new-yorkais très noirs, très durs, très complexes. Et ensuite un peu plus doux entre guillemets avec du Paul Auster, euh, avec qui d'autre, avec Richard Ford aussi que j'apprécie beaucoup, avec Russell Banks aussi. Voilà, toute cette littérature-là et plus récemment Joyce Carol Oates aussi qu'il faut pas oublier, une grande dame de la littérature américaine. Donc voilà, c'est vraiment les fondements, moi, de mon écriture. Je suis allé les chercher là-dedans. Et en effet, j'ai écrit un premier roman qui a été publié dans une toute petite maison d'édition, un roman qui est assez difficile à trouver, hein, enfin qu'on peut trouver sur Internet, et qui, comme son titre l'indique, une histoire américaine, se déroule aux États-Unis. Et là, clairement, moins pour les Silences de Pietrasecca, mais le premier roman est clairement
un hommage à Philip Roth notamment. Enfin, un hommage. En tout cas, j'ai essayé de m'inscrire dans cette littérature-là, de la littérature américaine. Eh bien, que des beaux noms. Et c'est peut-être aussi pour ça que Emmanuelle Colas a été séduite par ton roman, par Les Silences de Pietra Seca. J'aimerais savoir, Emmanuel, comment tu as découvert Alexandre? Qu'est-ce qui t'a plu dans son histoire? J'ai cru comprendre que l'histoire avait Ah, beaucoup on va évolué. activer le micro. Tu m'entends, Excuse-moi. Emmanuel? Oui, ça y est, je t'entends. Oui. Alors, J'ai cru comprendre que le roman avait beaucoup aussi évolué à travers les différentes versions. Comment vous avez travaillé ensemble? alors déjà, comment nous avons découvert ce texte? Eh bien, tout simplement parce qu'il est arrivé par la poste. Il fait partie des petits miracles qui arrivent de temps en temps dans les maisons Alors, on a perdu Emmanuel. Je précise qu'elle est dans la rue et qu'elle n'allume pas sa caméra parce que c'est compliqué. Alors, si Emmanuel, d'édition où on trouve un manuscrit et puis on le lit jusqu'au bout. c'est bon, on te retrouve à nouveau, Emmanuel. C'est bon, ça a été coupé. Donc, je confirme que j'ai envoyé mon manuel par la poste. C'est peut-être pas. J'avais besoin qu'on en parle. On est plusieurs. Et à un moment, je dis bon, faut, En fait, je suis pas sûr qu'elle perçoive qu'il y ait des coupures, en faut que fait. j'appelle, faut que je sache si ce texte, les livres, les manuscrits arrivent. Ah non, il y a des coupures. Oui, il y a des coupures. Il y a beaucoup de coupures. Ça devrait être bon là, Ah Emmanuel. bon, alors on va continuer. Donc, un texte arrivé par la poste sur lequel on est emballé et on réfléchit parce que voilà, on veut être sûr que on y va. Et puis, comme l'histoire nous trotte dans la tête, j'ai fini par appeler et on n'a plus sa tête. Parce que toutes les thématiques Faut combler les trous, en fait. C'est pas évident. C'est un petit peu les silences de Pietraseka finalement. C'est Il faut ça. combler les trous, les silences, les vides, les mensonges. C'est un petit peu ça. Je ne sais pas si on va la retrouver avec une bonne connexion. On, on va avancer, on va voir Mm. si ça va mieux tout à l'heure. J'aimerais te lancer sur un autre sujet, c'est l'Italie, parce que clairement, on a du mal à imaginer. Alors, oui et non, parce qu'en réalité, il y a quand même des liens particuliers entre l'Italie et les États-Unis, clairement. Mais sur lesquelles je travaille, elles sont présentes. À l'histoire, ça va être compliqué. background, Je crois qu'elle a coupé. Qu'est-ce qui te fascine tant, justement, pour ce pays, pour toutes ces ça a composantes? occupé. Ça a coupé. Tu m'entends? Ouais, c'est bon, c'est Ouais, revenu. c'est revenu. Je suis désolée. Hein. Euh, je suis à un endroit normalement en plein Paris. Hein. Ça devrait marcher. Alors, comment on a travaillé après on a travaillé surtout sur un aspect, et c'est le mot d'ordre que j'ai donné. D'ailleurs, ce n'est pas, j'ai regardé ce texte et disons fait un diagnostic, et le mot d'ordre que j'ai donné, c'était vraiment de rendre le propos le plus fluide possible. Alexandre est un grand conteur. Tu es un grand conteur et tu avais tendance, tu le sais, à, à toujours dire plus sur cette histoire, de peur que les lecteurs, peut-être, n'aient pas tout saisi. Et donc, voilà, le travail qu'on a fait, c'est plutôt de resserrer ce texte avec Alexandre. Hein, c'est le travail qui a été fait. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui l'ai fait pour l'essentiel. C'est Justine. Justine, l'éditrice et de ce texte. Et vous êtes parfaitement euh, débrouillés tous les deux, Alexandre et Justine. Et moi, et après, évidemment, j'ai relu, à chaque fois il y a eu besoin, j'ai dit, tout simplement parce que par expérience, ça fait 200 livres que je publie. Donc, au bout de 200 livres, ça va vite. Mais j'ai laissé faire et c'est vraiment un très beau texte qui a gagné en fluidité, qui marche très bien. J'ai encore eu un très bel écho tout à l'heure et je pense que ce texte va très bien vivre cet été. Voilà.
Et tout pour moi y est de à la fois l'histoire, la quête de l'identité, le suspense. Et même on se fait avoir quand je le lisais pour la dernière fois pour être sûr qu'on n'avait pas loupé un truc. Plusieurs fois, j'ai dû m'y reprendre plusieurs fois à revenir sur le texte parce que je me faisais embarquer par l'histoire. C'est plutôt bon signe. Merci, Manuel. Voilà. Alors justement, je reviens sur la question initiale, sur celle de l'Italie, parce que on sent une véritable connaissance de l'histoire italienne, notamment, on en reparlera tout à l'heure, mais comment cet amour pour l'Italie s'est manifesté, et notamment en littérature. Il est question parfois de Gramsci, notamment, et de grands auteurs italiens, mais il est question surtout d'histoire italienne, notamment avec les chemises noires, notamment de Mussolini. On en reparlera bien évidemment tout à l'heure, mais d'abord j'aimerais vraiment savoir d'où te vient cette passion italienne. Est-ce que c'est venu à travers l'écriture, la littérature, ou au contraire à travers les voyages? Bonne question. En effet, j'ai une grande, grande passion qui est dévorante pour l'Italie. Là, je reviens d'Italie, j'ai passé une semaine sur la côte Ligure à profiter un petit peu du soleil génois. Donc j'embarque tout le monde, j'embarque ma famille, j'embarque les amis, j'embarque les copines de mes filles, parce que en fait, je peux pas l'expliquer, mais j'ai un besoin viscéral d'Italie assez régulièrement. Alors moi j'habite Bordeaux, donc c'est pas la porte à côté. Si j'habitais Nice ou Menton, ça serait beaucoup plus simple, mais c'est pas le cas. Et en fait, tout petit, alors je vais vous raconter un peu ma vie. En fait, tout petit, j'étais passionné de d'histoire antique. Et j'étais persuadé d'avoir vécu à Rome, voilà, déambulé dans le forum avec une toge et tout ça. Et ça m'a habité assez longtemps, jusqu'à 10 ans, puis ensuite plus rien. Et puis, à la fin de l'adolescence, là, j'ai eu une petite résurgence pour l'Italie, de manière totalement inexplicable. Et là, ça a été le début voilà, d'une passion pour tout. Donc, j'ai appris l'italien en cours du soir pendant 5 ans. Donc, je suis quasiment bilingue. Je lis beaucoup de choses, notamment en effet sur l'histoire. L'histoire italienne me passionne. Le fascisme, alors c'est pas le fascisme en tant que tel qui me passionne, mais cette période-là, je trouve, est une période très très intéressante, notamment sur tout ce qu'on n'entend pas sur le quotidien de la vie sous le fascisme pour les Italiens. Donc je l'évoque un petit peu dans le roman, ce côté où toutes les libertés en fait sont annihilées et la vie s'organise autour du culte de Mussolini et du fascisme, avec un code pénal qui est très dur, avec des sanctions si on contrevient à tous ces codes-là qui sont très durs, avec voilà, on organise la vie des enfants autour des jeunesses. Alors, il y avait les jeunesses hitlériennes en Allemagne, il y a ce qu'on appelle les Balila, qui sont les jeunesses mussoliniennes en Italie. Voilà, donc c'est une période, moi, qui m'intéresse. Et puis, au-delà de ça, il y a tout, entre guillemets, alors c'est un terme un peu galvaudé, mais il y a tout le folklore italien aussi, la musique italienne, la culture, la cuisine. Les gens, voilà, il y a quelque chose que j'arrive pas à expliquer. Euh, et la littérature un tout petit peu moins. Alors je lis quand même un petit peu de littérature italienne, mais en fait beaucoup moins que ce qu'on pourrait penser. Voilà, euh, bien sûr, hein, j'ai des auteurs que je lis. Genre, j'essaye de lire un petit peu en langue aussi, en langue italienne. Mais c'est vrai que la littérature, c'est un petit peu moins, pour l'instant en tout cas. Moi, c'est vraiment vivre le pays qui m'attire plus que de le découvrir à travers sa littérature. Même si j'ai quand même quelques coups de cœur littéraires et notamment des livres qui sont liés à l'histoire et à l'histoire qu'on raconte pas beaucoup. Ça aussi, c'est quelque chose qui m'intéresse. Les histoires oubliées, en fait. Voilà. Et donc, le sujet du livre, en effet, en fait partie. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le premier roman aussi, il y avait des ellipses dans le temps, il y avait aussi ce côté historique qui a l'air là aussi de te passionner grandement. Qu'est-ce que Hmm. tu aimes justement
dans le fait de creuser dans le passé. Tu parlais justement de ces moments oubliés. Là, en l'occurrence, je pense que beaucoup de monde, beaucoup de lecteurs français n'étaient pas au courant de ce genre de faits historiques. Mais qu'est-ce qui te fascine tant dans le fait de creuser dans les interstices du passé en tant qu'écrivain, en tant que romancier? Étant donné que tu n'es pas historien, mais Pas que du tout. pour le coup, les connaissances historiques là sont clairement de plus en plus faciles à trouver aussi grâce à Internet. Qu'est-ce que ça te permet de faire en tant que romancier, justement? Alors, je pense que il y a deux pans en fait, on va dire. Le premier est un peu peut-être un peu moins avouable quand on est auteur de fiction, c'est que c'est aussi une béquille. C'est-à-dire que j'ai besoin, pour l'instant en tout cas, de me reposer sur l'histoire avec un grand H pour pouvoir moi, raconter des histoires plus individuelles, plus personnelles avec un petit H. Euh, alors, j'aspire à m'en détacher hein, dans les prochains romans, même si je suis en train de réfléchir au prochain et que il sera encore une fois adossé à une période historique aussi intéressante. Mais voilà, je pense que en toute honnêteté, il y a un côté béquille un petit peu. C'est plus facile d'aller chercher, enfin de trouver des anecdotes autour de la grande histoire que de trouver, enfin d'inventer des histoires ex nihilo, on va dire. Donc il y a ce côté-là. Et puis après, il y a le côté. Moi, j'ai une déformation un peu professionnelle d'une autre vie, puisque moi, j'ai un doctorat en économie. Et la documentation, c'est quelque chose qui est très important quand on fait une thèse. Et en fait, c'est passionnant. J'adore trouver. Alors, c'est beaucoup plus facile en effet aujourd'hui que dans les années 2000 quand j'ai soutenu ma thèse, mais j'adore trouver des articles scientifiques historiques, donc principalement. J'adore fouiller. Je passe un temps très conséquent et inconséquent à fouiller l'histoire comme ça, à fouiller la recherche. Alors pour ce livre-là, ça a été un petit peu compliqué puisque en effet, je ne sais pas si on va en parler parce qu'en parler un peu trop, c'est déflorer le cœur du roman. Mais cette période-là de l'histoire, en fait, en France, elle est très peu connue, elle est très peu documentée. Moi, je me suis appuyé sur les travaux d'une historienne qui s'appelle Julie Legac et qui a écrit une thèse en 2013 portant sur ce sujet-là. À part ça, il y a très peu de choses. Alors maintenant, en effet, il y a une page Wikipédia qui est consacrée, mais en gros, les historiens français et plus particulièrement l'armée française a un peu de mal à assumer cette période de l'histoire, alors que côté italien, là, bah, il y a beaucoup de documentation. Euh, donc ça a été beaucoup plus facile. Je suis rentré en contact avec des chercheurs, avec des historiens. J'ai lu des livres, j'ai lu des témoignages. Il y a des romans qui ont été écrits, notamment le roman de Moravia qui s'appelle La Ciociaria, qui a été publié à la fin des années 50 et qui a fait l'objet d'une adaptation au cinéma avec Sophia Loren. Voilà, donc Beaucoup des il y a un questions dans le roman. terreau, il y a un terreau beaucoup plus important pour effectuer les recherches. Et donc, moi, je trouve ça tellement passionnant enfin, voilà, que c'est pour ça aussi que j'écris des livres qui convoquent l'histoire parce que je trouve ça passionnant. Et donc, en effet, on ne peut pas forcément trop en parler. On peut dire qu'il s'agit des soldats du corps expéditionnaire français lors de la libération de l'Italie au printemps 44. Pour le reste, évidemment, c'est difficile d'en parler parce que tout à l'heure, tu vas lire quelques extraits, mais difficile d'en parler parce que sinon, vous allez avoir forcément des éléments qui vont troubler votre lecture. Cela étant, on va parler de Lorena, la narratrice principale, alors pas narratrice, mais personnage principal du roman. J'aimerais savoir comment tu as façonné ce personnage-là. Elle est infirmière, elle est militante féministe, surtout dans les années 70. Donc là, c'est en 1973 à Padoue. C'est quand même extrêmement précis comme moment charnière de l'Italie, de l'histoire italienne. Tu l'as pas choisi par hasard, clairement, parce qu'on est en plein procès Pierre Aubonne, cette femme qui a eu un procès qui a divisé l'Italie,
qui, bah, tu vas nous en parler tout simplement, je vais pas déflorer tout le reste, mais on est en pleine période d'un procès fondamental pour notamment les femmes en ce qui concerne l'avortement. Et ça va en effet déclencher quelque chose pour Lorena. Je ne peux pas en dire plus non plus parce qu'il y a C'est forcément compliqué. un cercle vicieux qui va être très intéressant. Mais j'aimerais que tu nous parles d'elle parce qu'elle est véritablement extrêmement incarnée. Elle est à la recherche de son identité. Elle est à la recherche de ses parents, à la recherche de toute sa famille finalement et surtout de beaucoup de secrets et de mensonges qu'on aurait pu lui servir. Tout à fait. En fait, Lorena, je l'ai imaginé. Moi, j'avais besoin d'un personnage qui soit en porte-à-faux entre ce qu'elle est à l'intérieur d'elle-même, c'est-à-dire cette jeune militante féministe qui est infirmière. La journée, elle travaille dans un cabinet de gynécologie et la nuit, elle accompagne des gynécologues clandestins et réalise des avortements clandestins et en même temps donc elle participe à des manifestations pour la légalisation et la dépénalisation et la légalisation, ça c'est important de noter la différence entre les deux, de l'avortement, puisque dans les années 70 comme en France et comme dans pas mal d'autres pays dans le monde à ce moment-là, les lignes commencent à bouger un petit peu à la faveur de ce mouvement féministe. Et donc, j'avais besoin d'un personnage qui avait cette facette-là et qui, en fait, lorsqu'elle va découvrir l'histoire de sa famille, en fait, va se retrouver en porte-à-faux entre ce qu'elle a, ses convictions propres et finalement ce que sa famille, ce que ses aïeuls, c'est-à-dire sa grand-mère, sa mère, ont été obligés de faire et qui en fait porte atteinte à ses croyances à elle. Et donc je voulais un personnage qui soit ambigu comme ça. Euh, donc j'ai trouvé ce personnage de Lorena là, dans cette fonction d'infirmière et de militante féministe, parce que ça me permettait tout au long du récit de faire des allers-retours entre ses convictions et la réalité qui vient voilà, bousculer tout ça. Après, donc vous l'avez compris, moi j'ai deux filles il y en a une qui a 19 ans et l'autre qui a 16 ans, et donc moi je suis entouré de femmes. J'ai une femme et une belle famille hautement féministe, et j'ai deux filles qui sont également très très féministes, différemment. Et la cadette est très 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 sanguine, on va dire, dans son féminisme, la petite qui a 16 ans. Et donc voilà, et tout ça, ça a nourri aussi mon personnage de Lorena. Ça a nourri aussi les manifestations parce que voilà, enfin, des femmes aujourd'hui encore, mais dans les années 70, tout le monde était à fleur de peau. Euh, et donc, je me suis inspiré de ce que je voyais autour de moi pour essayer d'incarner au mieux Lorena dans son action et dans son caractère féministe. Après, c'est toujours compliqué quand on est un homme blanc. Enfin, voilà, je vous refais pas le portrait du patriarche par excellence, mais c'est toujours un petit peu délicat de parler à la place d'une femme de 25 ans qui est féministe. Donc, j'ai essayé de le faire avec le plus d'honnêteté possible en, euh, en regardant autour de moi comment, même si on n'est plus dans les années 70, hein, bien entendu, mais voilà, comment. Puis j'ai aussi questionné des femmes qui avaient appartenu au MLF dans les années 70. J'ai eu quelques échanges aussi pour essayer de rendre un peu plus crédible mon personnage. Et pour la scène de la manifestation là qui ouvre, alors c'est pas le prologue, mais c'est la première scène. Là aussi, c'est très documenté sur Internet. J'ai vu des vidéos. J'ai en effet vues des femmes les seins nus. Donc les Femen n'ont rien inventé, puisque déjà à cette époque-là, il y avait des femmes qui manifestaient les seins nus. Donc voilà. Donc tout ça, j'ai essayé d'être le plus honnête possible et d'essayer de respecter, éviter le male gaze tout au long du roman. Ça n'a pas été facile. On a corrigé. Alors, j'ai eu une correctrice aussi que vous devez connaître, qui est Laurine Tizy, qui est spécialiste, qui est donc une sociologue qui a écrit un roman aussi chez l'Olivier, avec qui j'ai travaillé un petit peu justement sur éviter ces écueils-là, et je pense qu'on s'en est plutôt bien sorti.
pour au final proposer un roman. Voilà, j'espère, en tout cas, je sais qu'il y a des lectrices qui l'ont lu là. Voilà, j'ai essayé de respecter au mieux, le mieux possible le point de vue des femmes. Voilà, je me suis un peu égaré par rapport à la question initiale. Voilà, désolé, Anthony, on t'entend pas. Pardon, erreur de débutant. J'avais fermé mon micro. Par rapport justement, c'était une de mes questions par rapport au fait de te mettre dans la peau de cette femme, mais finalement de ces femmes, parce qu'il y a beaucoup de femmes fortes, beaucoup de femmes aussi parfois un peu ambivalentes, même si on pense qu'elles sont fantastiques au premier regard. Je dévoile légèrement. Bref. Justement, tu parlais de tes filles qui étaient engagées pour le coup. Qu'est-ce qu'elles en ont pensé du fait que tu te mues dans la peau d'une femme dans les années 70? Est-ce qu'il y a eu un débat aussi avec elles qui sont pour le moins apparemment engagées? Ouais, très engagé. Non, non, non. Finalement, il n'y a pas eu de débat. Elles savent, hein, elles connaissent l'existence du livre, elles connaissent le propos. Il n'y a Quels pas eu écueils, de, il quels y a pas eu écueils- de, pardon? quels écueils tu voulais éviter justement quand tu écris à la place d'une femme? Est-ce que c'est la première fois que tu le fais? Est-ce que tu as fait des tests particuliers en amont? Qu'est-ce que tu voulais éviter? Tu voulais... Je voulais éviter d'avoir, enfin, je sais pas comment le dire, mais je voulais éviter un. Je, quand je lirai l'extrait, je lirai la scène du prologue. La scène du prologue, je l'ai travaillée, j'ai dit, il doit y avoir 10 versions différentes et je voulais éviter tout romantisme. Je voulais que Lorena et que tout ce qui se passe dans le roman euh, qu'on puisse pas la taxer d'un certain romantisme pour l'atteinte à l'intégrité des corps des femmes, autour du viol et tout ça. Donc ça a été assez compliqué. D'autant plus que, comme l'a dit Emmanuel tout à l'heure, moi j'ai tendance à surécrire les choses pour être sûr que les gens comprennent bien. Donc ce prologue, je l'ai écrit plein de fois. Encore une fois. Donc, je voulais éviter, voilà, qu'il y ait un aspect, euh, parce que le roman se passe dans les années 70 et aujourd'hui, quand on regarde les années 70 et qu'on entend, qu'on voit les vidéos, des interviews autour de enfin, de la pédophilie, disons qu'autour de toutes ces questions-là, on est choqué, enfin, aujourd'hui, on est choqué par la teneur des propos et puis par voilà, l'absence d'ambiguïté que pouvaient avoir les gens à cette époque-là autour de tout ça. Et donc, il fallait ancrer le roman dans les années 70, mais je voulais pas non plus tomber dans ces excès-là. Donc, ça a été voilà, de marcher sur un fil tout au long du roman pour éviter voilà, de romantiser le viol, de romantiser les agressions sexuelles, de romantiser tout ça. Euh, voilà, ça a été mon principal souci en fait. Eh bien justement, c'est le moment de nous lire le premier extrait et on comprend à quel point ce prologue est à la fois important et à la fois très délicat aussi dans ta manière de le composer. Alors, il y a un trigger warning hein, pour celles et ceux qui n'ont pas envie de l'écouter. Euh, ils ont tout à fait le droit de ne pas vouloir l'écouter. Euh, donc, c'est le prologue qui a toute son importance hein, parce que sans ce prologue-là, il y a pas de roman. Donc, il n'est pas très long. Je vais vous le lire du mieux que je peux parce que je suis pas je suis un piètre lecteur. C'est bon, vous m'entendez? Tout le monde m'entend? C'est bon, Ok. Alexandre. Tu grattes le sol du bout des doigts à la recherche de quelque chose à quoi te raccrocher. Ta tête est maintenue par une main dont tu sens la rudesse sur ta peau. À chaque coup, ton menton racle la terre rêche dans laquelle il s'enfonce un peu plus. Des larmes coulent le long de ton nez. Tu fermes les yeux aussi fort que tu peux, espérant échapper à la violence de l'instant. Tu regrettes d'avoir désobéi, de t'être éloigné du village. L'homme te relève les hanches et les mouvements qu'il imprime te déchirent le bassin. Il éructe des mots que tu ne comprends pas dans une langue que tu ne connais pas. Ce que tu perçois en revanche, c'est leur violence. À la parole, l'homme joint les gestes. Plus il cogne, plus sa langue se fait rugueuse. Tu gardes les yeux clos comme pour fuir la réalité,
mais rien n'y fait. Tu n'arrives pas à détacher ton esprit de ton corps. La violence est trop présente pour qu'elle puisse s'échapper. Tu t'accroches à des détails, comme le bruit de l'eau qui alimente le lavoir, là-bas, au loin. Tu le perçois plus que tu ne l'entends. D'un geste sec, l'homme tire ton bassin vers le haut, t'obligeant à prendre appui sur les genoux. Ta robe qui glisse découvre ton dos. Te voilà offerte comme une vulgaire bête de somme à celui qui t'empoigne. Tu serres les dents et tu cramponnes de toutes tes forces la racine que tu tiens dans la main droite. Tu sais déjà que tu porteras ce fardeau toute ta vie. L'homme grogne puis s'immobilise. Tu ouvres la bouche et enfin tu respires. Ta mâchoire se décrispe et tes gencives saignent d'avoir trop serré les dents. Un liquide s'écoule le long de tes cuisses lorsque l'homme se retire. L'odeur du sexe mélangée à celle du sang te monte à la tête. Tu perçois le bruit des bottes qui s'éloignent. Tu ne bouges pas, tu veux te faire oublier. Le vent souffle sur tes mollets et fait flotter ta robe que tu n'oses réajuster. Attendre. Encore. La première chose que tu feras sera de te laver le corps dans l'eau du lavoir. Te purifier. Au loin, des voix d'hommes. Le ton monte. Certains parlent plus fort que d'autres. Sont-ils en train de négocier ton corps comme un butin de guerre? Tu n'oses pas ouvrir les yeux et te retourner. Croiser leurs regards serait, à cet instant précis, comme un second viol. Peu à peu, tu réussis à distinguer les voix. Trois. Ils sont trois à discuter. De plus en plus violemment. Tu pourrais en profiter pour t'échapper, mais cloué à la terre, tu abandonnes aussitôt cette idée. Un craquement de bois mort. À nouveau, des pas. Ton bourreau est de retour. L'homme se place derrière toi. Une nouvelle odeur, suave, presque épicée. Une odeur qui t'écœure. Ce n'est pas celui qui t'a pénétré quelques minutes plus tôt. Il s'approche de ton visage et d'une voix rauque te glisse des mots inconnus à l'oreille. Tu imagines un corps fort et puissant, un soldat. Tu refuses d'ouvrir les yeux, tu es terrifié. Tu entends l'homme se racler la gorge puis cracher. Le liquide atteint sa cible, coule dans le sillon de tes fesses. Un rire gras et guttural. Le dernier son que tu perçois avant de perdre connaissance. Le noir. Tu ouvres les yeux, doucement. Autour de toi, ce ne sont que ronces, le soleil à son zénith et le silence. Pas un bruit. La nature s'est tue, figée par ta souffrance. Tu peines à déplacer tes membres, à tourner la tête. Une violente douleur dans le bas-ventre t'arrache un cri. Tu portes la main à ton abdomen, mais celui-ci est intact. Tout se passe à l'intérieur. Tu touches ton sexe et tu découvres sa touffe poisseuse. Tu soulèves le pan de ta robe, une auréole dessinée sur le tissu de coton, preuve irréfutable de l'outrage. Tu relèves ton corps qui pèse une tonne. Tu titubes, te raccroches à une branche de noisetier qui plie sous ton poids. Tu ne peux retenir tes larmes qui coulent le long de tes joues. Tu maudis tes bourreaux. Tu maudis Dieu. Mais Dieu n'y est pour rien. Tu le sais. Voilà ce que tu leur diras. Si Alexandre. Eh bien voilà, c'est en effet un prologue, c'est rare qu'on ait des prologues aussi durs d'entrée de jeu, mais pour le coup c'est nécessaire à la compréhension aussi du roman. Tout à l'heure, on parlait de cette période-là, de 1973, de Padoue, de ce procès Pierre-Aubonne. Quels sont les enjeux finalement de cette période, avec une lutte extrêmement violente entre l'extrême gauche et l'extrême droite, qui m'a beaucoup rappelé ce qu'on a vécu il y a quelques semaines, quelques mois, aujourd'hui en France encore. Il y a véritablement une immense peur aussi, en tout cas quand je l'ai lu, j'ai aussi une crainte que ça ne finisse ça finisse exactement comme en Italie, justement. Ah, oui, en effet, c'est une période qui est très très trouble en Italie. Mai 68 en Italie n'a pas été comme en France, n'a pas été quelque chose de très court. Ça s'est étalé sur plusieurs mois, sur plusieurs années. En 69 encore, on avait les, euh, les restes des luttes qui avaient été engagées dans les années, enfin en 1968, hein, par les étudiants et le mouvement ouvrier. Et puis ensuite, il y a eu les années de plomb avec ce qu'on a appelé la théorie de l'attention. Enfin, ça, une expression qui est arrivée bien plus tard, une fois que les années de plomb étaient terminées, qui en fait consistait en un petit jeu du gouvernement qui était démocrate chrétien, donc plutôt centre droit,
de tendre finalement l'atmosphère et la tension politique en soutenant, sans vraiment le dire, l'extrême droite afin de désorganiser l'extrême gauche qui, suite à mai 68, était en train d'organiser aussi sa lutte. Et ça s'est transformé en une lutte armée et donc à l'apparition notamment des brigades rouges, mais pas que des brigades rouges, et donc de la violence qui a traversé l'Italie jusque le début des années 80. Voilà, avant que la mafia fasse une résurgence dans les années 80, puis Berlusconi, et puis aujourd'hui Meloni. Voilà, l'Italie est toujours pas sortie, malheureusement, du fascisme. Alors, quand je dis ça, je dis pas que l'Italie aujourd'hui est fasciste, hein, même si c'est l'extrême droite qui est au pouvoir. Mais en tout cas, euh, alors, en France, on est de moins en moins complexé vis-à-vis de l'extrême droite, mais en Italie, on l'a jamais été. L'extrême droite néofasciste a toujours été proche du pouvoir et a toujours été là depuis la chute de Mussolini. Donc, mais on est quand même dans une période de haute tension. Et au milieu de tout ça, il y a les femmes qui luttent, qui essayent de lutter pour leurs droits. D'autant plus que les femmes ont été totalement évincées en Italie des luttes de mai 68 et de 69, parce que l'extrême gauche italienne, pardon, et les syndicats euh, en Italie, on a une grosse prégnance du catholicisme, avec une hiérarchie, on va dire, dans les familles et dans le peuple italien qui est assez marquée, hein. Les femmes doivent être reléguées à la cuisine et faire des enfants. Ça, fascisme ou pas, c'est une constante. Et dans les années 60-70, c'était une constante. Et donc, les syndicats ont évincé les femmes des combats syndicaux pour l'égalité salariale, pour la reconnaissance de la pénibilité du travail des ouvriers et tout ça. Et donc les femmes dans les années 70, elles veulent non seulement enfin, occuper le terrain sur la question de la propriété de leur corps, hein, de pouvoir en faire ce qu'elles ont décidé d'en faire de manière libre, mais également c'est une forme pas de vengeance, mais en tout cas finalement de contrebalancer leur absence dans les luttes de la fin des années 60. Donc voilà, donc on a tout ça dans les années 70. C'est une période qui est assez particulière en Italie, avec des attentats, avec beaucoup de morts, avec des partis politiques qui sont clairement en dessous de tout, avec la mort d'Aldo Moro. Enfin bref, c'est une poudrière qui a fini par exploser, hein, avec les différents attentats qu'il y a eu. Et c'est l'extrême gauche qui a pas réussi à tirer son épingle du jeu. On va dire que c'est l'extrême droite finalement qui a tiré son épingle du jeu de toutes ces luttes-là. Et puis, on n'a pas encore parlé parce qu'on ne dévoile rien pour le coup. C'est un notaire qui apprend à Lorena qu'elle a été adoptée. Et c'est ça qui va déclencher en effet sa quête à travers tout le roman, puisque le roman est décomposé en trois parties, trois lieux principaux où justement elle va se déplacer pour essayer d'en apprendre un petit peu plus sur potentiellement chacun des membres de sa famille. Elle découvre des carnets qui sont totalement illisibles, qu'elle va essayer de déchiffrer avec différentes personnes. Justement, on tient tout finalement d'un scénario, véritablement d'un suspense qui nous tient en haleine, puisque tu prends plaisir à nous balader à droite, à gauche, de travers, dans tous les sens possibles. Clairement, on ne sait plus finalement quelle est la vérité. Et j'aimerais que tu nous parles finalement de ta technique de narration, ta technique finalement. On est presque dans un polar psychologique, social, mais en tout cas on est dans une quête d'identité, une quête identitaire. Comment tu travailles la matière du suspense, de la chute? Chaque chapitre finalement, on en apprend un petit peu plus. Les trois, quatre dernières lignes permettent de nous donner un petit appât. Pour le coup, comment as-tu réussi ça? Est-ce qu'il y a une technique particulière pour le faire? Alors, j'utilise
j'utilise, en fait, je pense que, enfin, moi, la technique que j'utilise, c'est d'avoir des personnages qui soient pas trop manichéens, c'est-à-dire qu'ils soient, qu'ils aient chacun plusieurs facettes, et que c'est en jouant sur ces différentes facettes-là, entre ce que donc Lorena, mon personnage principal, pense connaître des personnages qu'elle rencontre, puis ce qu'elle découvre, et donc jouer aussi avec le lecteur, c'est-à-dire que le lecteur, comme on suit Lorena tout du long, il n'y a qu'un seul point de vue, enfin on est derrière Lorena, donc le lecteur s'identifie à Lorena et finalement apprend, avance en même temps que Lorena avance également dans l'histoire. C'est cette ambiguïté-là sur laquelle je m'appuie, je pense, pour créer des situations avec des petits retournements de situation qui sont pas des gros cliffhangers comme on peut avoir dans les thrillers ou les polars, mais plutôt des petits retournements de situation sur plutôt des personnalités de mes personnages. Et qui permettent donc de petit à petit découvrir la vérité tout en la gardant masquée au maximum. Et puis essayer d'entraîner aussi et Lorena et le lecteur sur des fausses pistes. Ça aussi, ça a été du travail entre la première version et les écritures successives. Il y a eu un travail aussi pour insérer un peu plus de fausses pistes pour pas que ce soit trop facile, la quête de Lorena. Donc voilà, donc je pense que le principal mécanisme que j'utilise, c'est voilà, cette absence de manichéisme chez les personnages pour instiller le doute chez le lecteur et puis chez le personnage principal. Il y a des silences à Pietra Seca, mais il y a aussi beaucoup de mensonges. Quand on écrit justement autant sur le mensonge, est-ce que ça veut dire qu'on en a peur? Est-ce que ça veut dire qu'on craint aussi parfois quelque chose, qu'on arpente aussi son propre passé? Est-ce qu'il en est de cela, Alexandre? J'ai cru, en tout cas, j'ai l'impression que il y a beaucoup de fausses pistes, il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de mensonges, il y a beaucoup de choses qu'on passe sous silence et qu'on découvre peut-être ou qu'on ne découvre peut-être pas. Mais qu'est-ce que ça dit d'un écrivain, finalement, d'écrire autant sur le mensonge? Alors c'est rigolo parce qu'à chaque fois qu'on me pose la question de savoir s'il y a un peu de moi dans le roman, la première réaction que j'ai, c'est bah non, c'est une histoire que j'invente, donc forcément, enfin non, c'est pas moi. Et puis en fait, en écrivant ce deuxième roman et en prenant un peu de recul, je me rends compte que et le premier roman et le deuxième roman tournent autour des mêmes thèmes, qui sont donc en effet la quête d'identité. Alors moi, je ne suis pas dans une quête d'identité à titre personnel, mais disons que j'ai du côté paternel et du côté maternel, dans mes arrière-grands-parents, des histoires qui m'ont été cachées très longtemps, des histoires pas très glorieuses, voilà, mais qui sont assez romanesques. Et donc, je pense que tout ça, ça a cristallisé en moi des choses qu'on retrouve à travers les deux romans et plus particulièrement celui-là, notamment la question des silences, la question des mensonges. Donc voilà, donc il y a forcément une part de moi dans cette histoire-là. Euh, la filiation aussi, c'est quelque chose qui me préoccupe beaucoup. Qu'est-ce qu'on transmet? Est-ce qu'on est responsable de ce qu'on transmet? Et au-delà de ça, c'est surtout, et c'est une question que se pose ce Lorena en sortant de son rendez-vous chez le notaire, est-ce qu'on est responsable finalement de ce qu'ont été nos parents, de ce qu'ont été nos arrière-grands-parents? Voilà, est-ce qu'on doit porter, nous, en tant que dans la construction de notre vie et puis de notre vie d'adulte, tous ces mensonges, tous ces écarts, tous ces comportements qui ont peut-être été parfois un peu déviants? Est-ce qu'on est, euh, est-ce qu'on est redevable de ça à nos parents et à nos grands-parents, à nos aïeux? Voilà, ça, c'est des questions qui m'intéressent. Euh, Ça me fait penser, je crois que c'est un livre de Pierrick Bailly, mais je suis pas, non, non, c'est pas de lui, je sais plus de qui Aurais-je été résistant au bourreau? Je crois que c'est chez Pierre NRF. Bayard. Pierre Bayard, merci. Voilà, j'avais adoré, et ça aussi, je crois que ce livre, quand je l'ai lu, a été un peu un déclencheur chez moi. Je l'ai lu il y a longtemps.
à sa sortie. Et ça a été un livre important dans la construction et à la fois de moi en tant que être qui se pose des questions sur lui-même et en tant qu'auteur sur, voilà, moi, à la place de ces gens-là, qu'est-ce que j'aurais été, qu'est-ce que j'aurais fait? Est-ce que j'aurais pris les mêmes décisions? Voilà, alors après, on peut réécrire l'histoire, mais se donner le beau rôle en disant, ben, moi, sous le nazisme et sous l'occupation, j'aurais été résistant. Je trouve que cette réponse-là est un peu facile et qu'elle est peut-être à nuancer. Et c'est aussi ça que j'ai voulu aborder dans les silences de Pietra Seca avec certains personnages. Donc là aussi, on va pas trop en dévoiler sur l'ambiguïté, les rôles qu'ils ont joués pendant le fascisme. Parce que même si le fascisme dictait la vie des gens, il y avait quand même des résistants, les partisans, hein, les partigiani, comme on les appelle en Italie, qui ont œuvré à essayer de faire chuter Mussolini. Mais ces gens-là n'ont pas été non plus tout blancs. Voilà, faut pas tout idéaliser dans la résistance, hein, on le sait maintenant. Et notamment, alors ça peut paraître anecdotique, mais le traitement du corps de Mussolini et de sa maîtresse lorsqu'ils ont été capturés par les partisans et qu'ensuite ils ont été fusillés, voilà, le traitement du corps des défunts était un peu monstrueux de la part de certains partisans. Et donc voilà, donc tout n'est pas rose. Et donc c'est ces questions-là, moi, qui m'animent et qui animent les romans que j'ai écrits et qui animeront sans doute encore les prochains. Question de l'affiliation, question de l'identité, voilà, tout ça. Et ce que je trouve aussi très intéressant, c'est que tu prends aussi, tu parles aussi beaucoup d'avortement et notamment de l'impossibilité d'avorter. Mm. Pour ces femmes-là, certaines, les techniques d'avortement aussi, qui sont beaucoup plus simples aujourd'hui que dans les années 70. Tu parles même de femmes curetées avec un cintre Mm. sur un coin de table. Il y a quand même des choses extrêmement violentes. L'impossibilité d'avorter, le regard de la famille, le regard du père, le regard de la belle famille également. Il y a beaucoup de choses autour de l'avortement, parfois en filigrane. Au début, en effet, on entre directement dans cette thématique-là, mais tout au long du livre, il y a véritablement des questionnements sur cette possibilité ou non, et surtout sur le choix quasi impossible d'avorter à cette époque-là en Italie. Bah oui, alors la question de l'avortement, moi, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Euh, alors pas à titre personnel, j'ai personne dans mon, enfin que je sache en tout cas. Après, encore une fois, l'avortement encore aujourd'hui. D'ailleurs, il y a eu une interview de Laurine Tizy très récemment où elle dit que encore aujourd'hui, c'est très compliqué d'avouer qu'on a avorté parce que le regard de la société sur l'avortement est quand même encore aujourd'hui très compliqué entre ceux qui sont bien entendu, on va dire, très religieux, que ce soit les catholiques ou les autres religions qui bannissent, enfin qui haïssent même les personnes qui se font avorter, les femmes qui se font avorter, mais même socialement, c'est très compliqué de reconnaître qu'on a eu recours à des avortements parce que finalement, aujourd'hui, l'avortement est considéré comme certains, comme à tort, hein, bien entendu, hein, je ne me range pas de ce côté-là, mais comme un moyen de contraception, et qu'aujourd'hui c'est tellement facile d'avorter que bon, pourquoi on chercherait à se protéger, à prendre la pilule ou à utiliser des préservatifs. Donc voilà, donc pour moi cette question de l'avortement, elle est très importante et surtout au-delà de l'acte en lui-même, c'est surtout cette idée de choix qu'ont les personnes de disposer de leur corps comme elles l'entendent, comme elles le veulent. Euh, voilà, l'intégrité physique et l'intégrité morale des personnes me semble à mettre au premier plan. Et donc cette question de l'avortement, en effet, pour moi, c'est quelque chose de très important et j'avais envie que le roman tourne autour de ça. Et encore une fois, Lorena, qui est une militante pro-avortement, qui réalise elle-même des avortements clandestins, donc on est au début des années 70, il y a les nouvelles méthodes qui viennent d'arriver, donc elle fait partie, elle n'utilise pas des cintres pour recourir à l'avortement, mais elle utilise la technique de la canule hein, qui arrive à ce moment-là, qui est plus du tout
enfin, pardon, qui est beaucoup moins douloureuse et surtout qui évite à ces femmes qui avortent de mourir des suites de l'avortement à cause d'hémorragie, parce que les méthodes précédentes étaient monstrueuses. Donc, j'avais envie que cette question de l'avortement transcende, enfin, traverse le livre et que à chaque fois que Lorena va être confrontée à la réalité de l'histoire de sa famille, elle soit aussi confrontée à ses propres convictions et que ça vienne remettre non pas en cause ses convictions, mais que ça la fasse douter parfois euh, sur finalement son engagement et de se dire, ben voilà, quand on avorte, on peut aussi priver une mère et un enfant d'une relation. Enfin, tout ça, ce sont des questions aussi qu'on doit se poser, que les femmes, j'imagine, quand elles ont recours à l'avortement, ça doit les hanter. Voilà. Et, et, euh, et alors, j'ai très peu, il y a très peu d'hommes en fait dans ce roman. Enfin, en tout cas, autour de la question de l'avortement, il y a très peu d'hommes. Euh, Là, je suis peut-être tombé un petit peu dans la facilité de faire tenir à ces quelques personnages qui sont des ombres, hein, un rôle pas très sympa. Je pense au père d'une jeune fille que Lorena rencontre et qui, en fait, lui, c'est la honte que sa fille puisse avoir un enfant alors qu'elle est mineure. Enfin, voilà. Donc, mais je voulais pas trop entrer dans ce schéma-là de l'homme mauvais et de la femme qui a recours à l'avortement comme étant une sainte. Donc ça a été aussi assez compliqué de trouver le bon équilibre tout au long du livre. Alors justement, les hommes, on va en parler parce qu'en effet, ils sont ombragés. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'ombre et à travers tous les personnages, il y a une figure paternelle qui pose problème, même à travers le personnage d'Elio, dont on n'a pas encore parlé. Le personnage d'Elio qui est l'ami fidèle. Alors il y a une petite amourette au départ, très rapide, Ouais, très très rapide. c'est Euh, très rapide, c'était compliqué. voilà, pour le coup, Elio, c'est celui sur qui elle peut compter. Je pense qu'elle n'aurait peut-être pas pu faire cette quête seule, c'est possible, même s'il ne l'accompagne pas tout le temps. Pour le coup, il y a ce négatif au masculin qui est intéressant et qui lui aussi a une particularité, c'est qu'il est plutôt en froid avec son père, qui est en train de décéder. Tout à fait. Alors, pour le coup, ça a été le personnage le plus compliqué à écrire. J'arrivais pas du tout à le placer dans la vie de Lorena. Euh, En fait, je voulais un personnage masculin. En fait, je suis très mal à l'aise avec les histoires d'amour, les scènes de sexe, hein, même si j'ai essayé d'en écrire dans des ateliers d'écriture, forcés notamment par Léna et par Charles. Euh, mais je suis pas du tout à l'aise avec ça. Donc, je voulais pas un homme où il puisse y avoir trop d'ambiguïté entre Lorena et Elio. Donc, je voulais plutôt une sorte de grand frère. Euh, et moi, étant l'aîné, j'ai jamais eu de grand frère. J'ai eu un petit frère, donc c'est pas facile non plus de se mettre à la place de Lorena et d'introduire ce personnage de grand frère. Donc, il a été vraiment très compliqué à écrire. Et puis, euh, et puis, je savais pas quoi en faire dans le roman. Quand elle visite les différents lieux, je savais pas s'il fallait qu'il soit là, qu'il soit pas là. Franchement, ça a été une horreur, ce personnage. Et puis, en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, il faut que je lui invente une vraie vie. Et donc, j'ai donc trouvé ce personnage de, de, d'artiste contrarié enfin contrarié par son père, hein, qui est un grand chirurgien de Padoue et qui enfin en tout cas, qui souhaitait que son fils suive ses traces et malheureusement, son fils étant plutôt artiste, a choisi la voie artistique. Il a connu Lorena à l'école d'infirmier, mais en fait, ça n'a pas duré longtemps. Le démon de la peinture l'a rappelé assez vite et donc, il a cette relation très, très conflictuelle avec ce père. Ils ne se parlent plus. Toutes les communications entre Elio et son père se font via sa mère, qui en fait est un peu fait le tampon, comme euh, on peut imaginer une mère italienne qui cherche à unir sa famille et donc à rabibocher tous les membres. Elle est coincée entre le marteau et l'enclume. Elle ne sait pas trop quel rôle jouer dans cette relation-là. Elle essaye de tempérer à la fois Elio
de ses velléités rebelles, de rébellion vis-à-vis de son père, mais en même temps, elle donne de l'argent à Elio que son mari lui donne. Enfin, c'est un peu ambigu. Et en fait, j'ai voulu que cette relation entre le père et Elio évolue au cours du roman, puisque le père est malade, il est en fin de vie. Et donc, régulièrement, quand Lorena et Elio vont soit être ensemble, soit communiquer par le téléphone, il va y avoir aussi ces enjeux-là de Elio et son père, et Lorena qui finalement cherche en Elio ou en trouver en Elio un grand frère, mais peu à peu, elle joue aussi à distance le rôle de grande sœur. Tout à l'heure, j'ai parlé des trois lieux qui formaient les trois chapitres. Je parle de Arqua Petrarca, de Castro dei Volci Volci, et Volci. Hoboken aux USA. Qu'est-ce qu'ils représentent finalement ces lieux? Est-ce que ce sont des lieux que tu as pu visiter? Est-ce que ça a eu une empreinte particulière aussi? Est-ce qu'ils existent? J'avoue que j'ai pas regardé, mais j'imagine que oui. Oui, oui, Euh, tout existe. voilà. Euh, En fait, je l'ai expliqué il y a pas très longtemps à une amie. En fait, c'est des lieux qui ont été choisis un peu par opportunisme, on va dire. Euh, Arca Petrarca, c'est la ville où a fini, où Pétrarque a fini sa vie, pardon. Donc c'est pour ça que cette ville porte ce nom. Et elle est située en fait dans des collines, les champs, les collines ghanéennes qui sont au sud de Padoue, qui sont des petites collines. Voilà, il y a des villages qui sont disséminés un petit peu partout. Et en fait, il me fallait un village qui soit pas trop loin de Padoue pour que Lorena puisse, à 18 ans, quitter sa famille qu'elle déteste, ses parents qu'elle déteste, pour s'installer à Padoue. Donc, dans les années 60-70, on ne pouvait pas non plus aller étudier trop loin quand on était en Italie. Voilà, j'ai regardé un petit peu autour de Padoue et puis j'avais envie d'un d'un petit village paisible. euh, où voilà, se sont installés les parents de Lorena à la fin de la guerre, en 45, en 46. Et ensuite, le cœur de mon roman, c'est donc ce que tu disais en introduction, qu'on va pas trop révéler, c'est cette période un peu, enfin, même très obscure, qui est la libération du sud de l'Italie par les troupes du corps expéditionnaire français et notamment des choses qui se sont passées dans cette région-là, située entre Rome et Naples. Et donc ça, moi, c'est le cœur de mon intrigue. Donc il fallait à tout prix que ça se passe dans un village qui a été touché par ces événements-là. Donc il y avait plusieurs villages, hein, il y a pas mal de villages, mais je voulais pas un village. euh, je voulais un village où il n'y avait pas trop de documentation sur, euh, sur ce qui s'était passé, il y a des villes qui ont été beaucoup plus touchées, donc qui sont... voilà, moi je voulais quelque chose je voulais une ville, enfin un village où je pouvais aussi inventer. Si j'avais pris un village où il y avait eu beaucoup de documentation, j'aurais eu plus de mal à inventer ces choses. Et ensuite, le troisième lieu, bah, ça fait écho un peu à mon premier roman, puisque mon premier roman se passe aux États-Unis et sans trop dévoiler si vous avez envie de le lire, il est question de l'Italie aussi et des migrations italiennes. Et donc Hoboken, qui est donc dans le New Jersey, qui est séparé par la rivière de New York. En fait, j'avais besoin d'un exil et donc Hoboken, les États-Unis étaient tout trouvés. J'avais hésité un petit peu avec la France parce qu'il y a eu une très grosse immigration italienne en France, alors plutôt dans les années 20, pas trop après-guerre, hein. C'était les premières vagues d'émigration vers la France, mais c'était pas assez loin et puis j'avais un petit peu envie de parler des États-Unis, donc j'ai choisi ce troisième lieu aussi à dessein. Lorena, d'ailleurs, dit une phrase dont elle ne sait pas d'où elle provient, elle sait qu'elle l'a lu quelque part. C'est celle-ci, on ne naît pas fasciste, on le devient. Alors on connaît, on ne naît pas raciste, on le devient, mais on ne naît pas fasciste, on le devient. Est-ce que l'auteur, finalement, sait, à la place de Lorena, d'où vient cette phrase? Alors, il le sait, mais il ne s'en souvient plus du tout. Je Il dois non l'avoir plus. dans mes notes, Ok. puisque c'est une phrase que j'ai notée.
Euh, et je pense que ça doit être dans des livres que j'ai lus sur des résistants italiens. En fait, et j'avoue que je ne sais plus du tout qui a prononcé cette phrase. Je pourrais la chercher sur Internet. Je pense que si vous le tapez sur Internet, peut-être que J'ai pouvez cherché, mais trouver. j'ai pas trouvé. Ah, J'ai t'as pas pas trouvé. trouvé. Non. Alors c'est peut-être une phrase de mon invention, je sais pas, mais voilà. En fait, enfin, c'est toujours la question de savoir est-ce que l'homme naît bon ou est-ce qu'il le devient. Clairement, naître avec en un seul mot fasciste, enfin moi j'y crois pas du tout quoi. On est le produit de ce qu'on vit et de ce qu'on a vécu et donc finalement, ça rassure aussi Lorena qui, elle croit l'inverse. Elle croit qu'elle porte le fascisme de ses parents, qu'elle déteste encore une fois, et que si ses parents ont été fascistes, ben elle l'est aussi, quoi. Enfin, et donc elle se bat contre ça. Et donc quand on lui prononce cette phrase de "on ne n'est pas fasciste, on le devient", et également, quand elle a la révélation chez le notaire, elle a un gros soulagement, en fait, de se dire bah, que finalement, elle aussi, elle peut commencer sa vie, alors très tard, hein, puisqu'elle a 28 ans, en n'étant finalement pas la fille des Mancini, qui sont un couple de sympathisants, un peu plus de sympathisants fascistes. Et, euh, et donc, c'est aussi pour ça qu'elle part en quête, parce qu'elle se dit que voilà, les membres de sa famille qu'elle recherche ne sont pas fascistes finalement, eux. En effet. On va faire une petite photo de groupe parce que j'ai oublié tout à l'heure pendant l'extrait. Donc voilà, on y va pour la photo de groupe. 3, 2, 1, et c'est bon. J'aimerais te parler de... Il y a aussi une phrase qui m'a intéressé, c'est celle de finalement de l'importance des gestes et non pas des mots pour une fois. Il y a une phrase dans le texte, les gens se trompent, souvent ils pensent que tout ce qui n'est pas dit n'est pas su. Je pense pour ma part que ce sont les gestes qui nous trahissent, pas les mots, même les gestes les plus discrets, les plus anodins. Qu'est-ce que ça dit de l'auteur? Qu'est-ce que ça dit de l'importance du geste? Est-ce que tu attaches une importance particulière à cela? Du coup, j'ose même plus bouger mes bras ce soir parce que ça va peut-être dire quelque chose Ah, de non, moi. pas du tout. Pas du tout. Alors, je suis pas du tout tactile, par exemple. Ça, je suis pas du tout quelqu'un de tactile. Donc, les gestes, en fait, c'est les gestes qui sont, c'est les ébauches de gestes. Ça peut être un regard, ça peut être une attitude. C'est pas forcément un geste grandiloquent surtout à l'italienne, hein, où on parle avec les mains et on bouge les bras dans tous les sens. Mais ce que j'ai voulu dire par là, et ce que cette vieille femme dit à Lorena lorsqu'elle se rencontre, c'est que on a beau essayer de cacher ce qu'on est, notre nature profonde par des mots, par des actions. En fait, au final, on est toujours trahi par un geste, par une attitude, par un regard. Et en fait, c'est ça que je voulais dire dans cette phrase-là, avec cette vieille femme. C'était que au-delà des mots, en fait, c'est vraiment les attitudes qui trahissent les gens, ou en tout cas qui donnent des indications sur leur personnalité. Voilà, rien de plus. Je suis pas, j'analyse pas. Je sais qu'il y a une science hein, qui analyse les gestes et les mouvements. Je sais plus comment ça s'appelle, mais non, je suis pas du tout là-dedans. Donc tu peux bouger les bras, il y a aucun souci. C'est bon, parfait. Je pose deux questions régulières, tu vois, du coup, je me touche l'œil. Deux questions régulières aux auteurs qui passent ici. La première, c'est celle de l'auteur méconnu, de Hmm. dénicher un auteur méconnu que tu aimerais mettre en avant, que tu aimerais, qui a peut-être compté pour toi. Qui as-tu choisi ce soir, Alexandre? Alors, c'est quelqu'un que j'ai découvert très récemment, et avec une histoire assez rigolote, puisque je sais plus où je lis qu'il faut lire cette autrice. Et en partant en vacances en Italie il y a 2 ans, c'est encore une fois, hein, désolé, mais je passe beaucoup de temps en Italie. Je m'arrête on s'arrête pique-niquer dans un village du Cantal. Et il y a une boîte à livres. Et à chaque fois qu'il y a une boîte à livres, j'y vais. Et là, je tombe sur le livre qu'il fallait à tout prix lire. Donc, je l'ai pris et je l'ai laissé. Donc, il a voyagé avec moi en Italie. Puis, il est rentré. Il est resté dans ma bibliothèque. Et puis, un jour, je me suis dit, quand même, ce livre, je vais le lire. Et en fait, c'est un livre. Alors, je ne sais pas si l'image, elle est à l'endroit ou à l'envers. Mais vous voyez là,
C'est à l'envers ou c'est à l'endroit chez C'est vous? à l'endroit, mais c'est un peu flouté. Si tu le mets devant, Ah oui. devant ton Ah oui, visage, mais c'est parce qu'en fait, comment on fait? mets le devant ton visage, voilà, un petit peu, recule un peu. Bah non. Ah, ça Voilà, c'est l'est. bon. Là. Ouais, c'était Hop. bon. Ah oui, mais c'est à l'envers chez moi. Non, c'est bon chez nous. Ah ouais. Ok, donc c'est Inès Cagnati. Et ce livre-là, c'est Génie la folle. Euh, En fait, Inès Cagnati, c'est une autrice qui a été totalement oubliée, qui est une autrice d'origine italienne, qui est française d'origine italienne, de parents de la province en Vénétie, les parents ont migré en France et se sont installés dans le Lot-et-Garonne, puisqu'il y a une très grosse communauté italienne dans le Lot-et-Garonne. Et c'était des paysans. Et donc, Inès Cagnati a grandi dans un entre-deux, entre des parents qui ont fui justement le fascisme et l'Italie, et Alors elle est née en France, mais elle n'était pas française, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas le droit du sol, donc elle a été naturalisée française, mais dans les interviews qu'elle a données dans les années 70 et 80, elle se dit qu'elle se sent toujours étrangère en France. Et toute son œuvre, alors elle a pas écrit beaucoup de romans, elle a écrit 3 romans et un recueil de nouvelles. Et en fait, toute son œuvre questionne sa place à elle, même si c'est à travers des protagonistes. Elle n'écrit jamais sur elle-même. En tout cas, c'est pas des autobiographies ou de l'autofiction, mais elle questionne la place des étrangers dans une société qui est censée les accueillir et qui leur renvoie tout le temps leur étrangéité, ça se dit ça? En tout cas, leur côté voilà, étranger dans le pays. Et donc, ces romans ce sont des romans ruraux. Alors moi, j'aime beaucoup la littérature rurale hein, qui se passe dans les milieux, enfin dans le milieu rural, dans la terre, voilà, j'aime beaucoup ces romans. Et c'est toujours à hauteur de petites filles. Ce sont toujours des petites filles qui sont mal aimées par leur mère, qui sont en rupture avec la société. Donc ça évoque l'exclusion, à la fois comment on se construit en tant que petite fille, en tant que femme dans une société qui est à la fois très patriarcale, hein, les années 50 dans la campagne française, mais également assez xénophobe encore, hein, où l'immigré est quand même un étranger qui vient foutre un peu le bazar chez nous. Voilà, il y a toute la question aussi de la violence du monde rural à travers des personnages qui sont très durs. Euh, voilà, et donc ces petites filles vivent dans des situations de tous les jours, et particulièrement dans Génie la folle, qui est mon préféré. Euh, il se rapproche. Disons il y a certains thèmes qui rejoignent les silences de Pietraseka, donc je l'ai lu après l'écriture, mais il y a quand même pas mal de résonances sur, euh, sur la condition de la femme et sur la façon qu'a une femme d'être libre dans une société patriarcale et assez rigoureuse. Et puis, il est question aussi du Duce, de la Oui. manière dont finalement les socialistes ont porté Mussolini au pouvoir. Il en est question à travers différents passages. Mm. Finalement, comment tu pourrais expliquer cette situation-là? Ce qui, alors, comment dire, pourrait aussi avoir un parallèle avec l'Allemagne nazie, forcément, à certains égards, mais dans cette histoire-là, on voit véritablement, je trouve que tu développes particulièrement bien à travers les personnages la manière dont le fascisme est monté aussi au pouvoir. Même si c'est par bribes, il y a quand même une véritable tension aussi historique que tu fais Mm. émerger à travers eux. Comment tu as pu déployer ça aussi à travers ton Ah, rôle? ça, c'est notamment à travers le personnage de Massimo, hein, qui est un vieux gars très très vieux qui vit à Castello dei Volsci, donc qui est qui vit en marge parce qu'il est pas très bien considéré par le village, parce qu'il est voilà, il a été donc c'est un ancien communiste qui a été arrêté, qui a été confiné. Alors les confinis, ce sont les sortes de déportations qu'on faisait des prisonniers politiques sous l'époque de Mussolini. On envoyait ces prisonniers à l'autre bout du pays, En euh, Calabre? notamment la Calabre.
Euh, voilà, et en fait, on les coupe finalement de la société pendant X temps. Voilà, et puis donc lui, il a été maltraité par les chemises noires, et il est revenu un peu avec le crâne un peu fendu. Mais il en joue aussi, c'est-à-dire que lui, il en veut beaucoup à la société, à ce village, donc il joue un peu de ce côté marginal. Et en fait, il se révèle à Lorena comme étant quelqu'un de très sain d'esprit et qui va lui expliquer finalement ce qu'était le fascisme et comment, par petites bribes, le fascisme s'est diffusé dans la société, notamment à travers le remplacement des maires des villages par des podestats hein, qui étaient à la solde du parti fasciste et qui mettaient en œuvre la politique nationale au niveau local et ultra-local. Et comment tout ça, ça a infusé dans la société et comment, finalement, à part les résistants, les partisans qui ont lutté tant bien que mal, mais comment finalement la société, un peu comme sous le nazisme, comment la société finalement s'est laissée endormir par le discours de Mussolini et finalement est rentrée dans le rang et dans le pas du fascisme. Et pour revenir sur le socialisme, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Mussolini, quand il arrive au pouvoir, ça fait bien longtemps qu'il est plus socialiste. En fait, il a eu une expérience socialiste dans sa jeunesse, pardon, et en fait, au sortir de la guerre, il comprend bien que l'avenir, c'est pas le socialisme, mais que c'est de s'appuyer sur plutôt, on va dire, une aile droite politiquement et de valoriser finalement. Et en plus, lui, il a changé. Au début, il était pacifiste, puis en plus, après, il a été plutôt belliqueux pour la rentrée de l'Italie dans la Première Guerre mondiale. Donc, c'est un opportuniste finalement, Mussolini. La marche sur Rome, par exemple, il n'a pas participé à la marche sur Rome parce qu'il avait peur que ça se passe mal. Donc, lui, il est resté à Milan ou je sais plus trop où. En tout cas, dans le nord de l'Italie, il a organisé la marche à distance. Donc c'est quelqu'un qui est opportuniste et donc le socialisme c'est un peu comme chez les nazis le national-socialisme c'est un dévoiement du socialisme qui est au service d'une propagande extrémiste et xénophobe et tout ce que vous voulez. Bah, le fascisme c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que finalement on trouve très peu de racines socialistes dans le fascisme de Mussolini. Oui, alors il y a un autre personnage qui m'a intéressé, c'était l'historien Carlo Terravocce. D'où il vient, celui-là, Lorena va le connaître à travers son périple. Pour le coup, il va être évidemment d'une grande aide. Est-ce qu'il y a quelque chose derrière? Est-ce que c'est peut-être le personnage que tu aurais voulu être? Est-ce que- Ah, très bonne question. Oui, c'est intéressant parce que c'est donc un chercheur en histoire, sociologie, anthropologie. Enfin, il est un peu à cheval autour de tout ça. Et en fait, elle le rencontre à Castro dei Volci, qui est donc le village central, hein, là où ont lieu toutes les exactions qui ont été commises. Et lui, il est là pour documenter finalement ce qui s'est passé. Ce qu'il faut comprendre, c'est que à la fin c'est très compliqué cette histoire. À la fin de la guerre, comment dire? Parce qu'en fait, je ne voudrais pas dévoiler de quoi il s'agit, mais en fait, en gros, il y a eu des exactions qui ont été commises à cet endroit-là. À la fin de la guerre, il y a une chape de plomb qui est tombée, en fait, et comme souvent, les gens qui ont été victimes de ces exactions ont gardé le silence pour différentes raisons. Voilà, mais en tout cas, il y a une chape de plomb et cette histoire a été totalement oubliée. Et petit à petit, alors il y a eu des tentatives hein, par notamment le maire d'un des villages hein, qui a plaidé sa cause et la cause de tous les villageois auprès de l'armée, auprès des ministères, auprès de la France également, auprès du pape, auprès de Gaulle, bref. Tout le monde était un petit peu au courant, mais personne ne bougeait trop. Et donc, cette histoire s'est oubliée, puis elle s'est révélée un peu plus tard, parce que bah, les langues ont commencé à se délier, et puis parce que les témoignages sont apparus. Et donc moi, je voulais aussi incarner un peu cette libération de la parole et là, il y a un petit anachronisme. En fait, la libération de la parole, elle s'est faite un peu plus tard en Italie, clairement, hein. Alors, il y a quand même eu de la documentation dans les années 70 et tout ça, mais beaucoup moins que ce qu'on peut imaginer. Et moi, j'avais besoin que finalement ces témoignages
et que, soit mis au jour pour que Lorena puisse s'appuyer dessus pour elle aussi progresser et continuer sa quête d'identité. Et donc, donc j'ai trouvé ce personnage de chercheur qui m'a plu tout de suite. Avec le procédé de révélation des témoignages, en fait, c'était pas celui-là au début. J'avais fait des groupes de parole et en fait, bon, dans les années 70, les groupes de parole n'étaient pas encore très répandus. Donc j'ai ravisé, ouais, je me suis ravisé, j'ai révisé ma copie et j'ai changé. Vous verrez pour celles et ceux qui l'ont pas lu comment ça se passe. Mais voilà, il fallait que la parole éclate et donc ce chercheur-là est sur place pour documenter et c'est lui finalement qui fait le lien entre Lorena et les gens qui vont témoigner pour qu'elles puissent comprendre ce qui s'est réellement passé à la fin de la guerre. Ce qui est certain, c'est qu'une fois de plus, la France a minimisé sa responsabilité, que ce soit comme en Algérie, comme ce soit à Vichy. Une fois de plus, la France ne ressort pas grandie de cette histoire. Est-ce qu'il y a eu, j'ai pas cherché, mais est-ce qu'il y a eu des prises de parole par rapport à ces exactions? Est-ce que ça a existé dans l'histoire de France? Alors, non. Alors, la thèse qu'a soutenue Julie Legac est une thèse qui a été financée. Elle travaille maintenant, je crois, en tout cas les chercheuses au ministère des Armées, et la thèse a été financée par le ministère des Armées. Donc c'est pas non plus un sujet qui est tabou au point totalement ignoré, parce que du côté italien ça bouge beaucoup. On a des associations de victimes. On a l'extrême droite, bien entendu, qui est toujours partout, qui s'est insinuée et qui se sert finalement de tout ça pour mettre en avant sa xénophobie et puis son ressentiment envers les étrangers. Et au Maroc, puisque le corps expéditionnaire français est constitué à 60%, on va dire, de tirailleurs sénégalais, de soldats marocains, de goumiers, de soldats d'Afrique du Nord et puis du Sénégal. Le Maroc a reconnu et a présenté publiquement ses excuses à l'Italie. Il y a eu un vrai travail de reconnaissance, de culpabilité et un travail mémoriel qui est fait au Maroc. Par contre, en France, j'ai rien trouvé. Les historiens se renvoient la balle, en tout cas sur l'ampleur des exactions, sur les chiffres. Certains minimisent. Jean-Christophe Naudin, lui, parle de finalement très peu de victimes. Julie Legac, elle est plutôt sur une fourchette haute. Les Italiens, eux, de leur côté, sont encore sur d'autres proportions. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, j'ai pas trouvé, alors j'ai pas non plus fouillé, voilà, je suis pas un chercheur, donc j'ai pas trouvé de signes de repentance ou d'excuses de la France envers les Italiens. Bien. Ce sera intéressant de savoir finalement, est-ce que le fait de garder cette thèse sous le patronat entre guillemets des armées, n'est-ce pas le meilleur moyen d'entre guillemets d'avoir son mot à dire et de potentiellement mettre un véritable tabou à l'intérieur, ça. Peut-être. Après, la thèse est vraiment très très complète et très bien faite et elle passe pas sous silence pour le coup tout ce qui s'est D'accord. passé. Très bien. L'autre question que je pose régulièrement aux auteurs, c'est celle du personnage de fiction dans lequel tu aimerais t'incarner pendant 24 heures et plus, si affinité. Et est-ce que tu changerais sa destinée? Alors, ça sera un petit peu plus longtemps que 24 heures parce que, alors je sais pas si dans les 388, c'est ça, c'est la 389e, quelqu'un t'a déjà parlé d'un personnage de bande dessinée. Euh, Moi, c'est un personnage que j'aime beaucoup, qui est Manu dans Le Retour à la Terre de Manu Larsenet, qui est donc cette BD qu'il a dessinée et dont le scénario a été coécrit avec Jean-Marc Ferry ou Jean-Michel Ferry, je me souviens plus de son nom, et qui en fait est Jean-Yves Ferry, qui traite de la néo-ruralité avant que ce mot devienne à la mode et puis largement avant le confinement, puisque le premier tome date de 2002 ou 2003, je crois, où en fait on a un couple qui en a marre de la vie parisienne. Lui est dessinateur, donc c'est quand même très autobiographique de Manu Larsenet. Ils vont s'installer à la campagne et donc pendant 6 tomes, je crois, il y a la vie de ce dessinateur, de cet artiste.
à la campagne. Et encore une fois, ça rejoint un peu mes lectures et ma littérature rurale, on va dire. Là, j'aime beaucoup la façon dont Larsenet et Ferry traitent cette ruralité et comment justement ils évitent l'écueil du comment on appelle ça, du mauvais, enfin du paysan un peu plouc et voilà, ils sont pas du tout caricaturaux et tout ça c'est fait avec une tendresse assez incroyable. Donc voilà, et donc quand j'avais lu cette BD, je m'étais dit, ah ouais, j'aimerais bien être à sa place. Alors aujourd'hui, peut-être un petit peu moins, parce que je crois que si je devenais un néo-ruraux, je ne m'entendrais pas trop, non pas avec les ruraux, mais peut-être avec tous mes condisciples néo-ruraux. Mais en tout cas, voilà, c'est un personnage qui me plaît beaucoup. Et puis voilà, c'est pas un personnage de roman, c'est plus un personnage de BD, mais qui a sa vie propre et voilà, il y a une vraie tendresse dans ce, dans ce personnage et puis dans cette BD. Donc, c'est celui-ci. Et puis, est-ce que je lui changerai son destin? Non, je crois pas, parce que s'il a été écrit comme ça, c'est que il doit avoir ce destin-là. Très bien, parfait. Eh bien, on va terminer cette rencontre avec un deuxième extrait. Alexandre, si tu le veux bien. D'accord. Alors, j'ai choisi un extrait un petit peu plus loin, qui sera pas très long, qui sera un peu plus court. Alors, j'ai été obligé de choisir un extrait qui n'est pas très parlant parce que voilà, je voulais éviter de révéler trop de choses. Donc, voilà, j'ai choisi un extrait qui est un peu neutre. Donc, Lorena est arrivée, donc on est dans la deuxième partie, au début de la deuxième partie. Elle est arrivée à Castro dei Volsci et elle se retrouve à l'hôtel. Et voilà. L'eau chaude coule sur son visage. Les yeux fermés, Lorena profite des quelques minutes qu'elle s'octroie avant de descendre au restaurant de l'hôtel. Le temps d'une douche, elle s'autorise à ne penser qu'à l'eau qui glisse sur sa peau. Ces moments suspendus, elle les apprécie à leur juste valeur. Celle d'une libération qu'elle ne s'autorise que trop rarement. Être dans l'instant présent. En pénétrant dans le village par une porte fortifiée, vestige d'un temps où les chevaliers s'entretuaient pour posséder la vallée et ses richesses agricoles, Lorena avait ressenti un sentiment de déjà-vu, ou plutôt de déjà-là, comme si ce n'était pas la première fois qu'elle mettait les pieds à Castro dei Volci. La pierre, l'architecture, l'entrelac des ruelles et même quelques façades se rappelaient à elle. Pourtant, aussi loin qu'elle s'en souvenait, jamais elle n'avait mis les pieds ici. À peine connaissait-elle le nom et l'existence de ce lieu. L'hôtel qu'elle avait réservé, sans indiquer le nombre de nuits qu'elle y passerait, était situé dans une rue particulièrement étroite. Une odeur verte, mélange de mousse et de salpêtre montait des murs. À mesure qu'elle avait progressé dans ce labyrinthe, le silence s'était fait de plus en plus dense. Le village ressemblait au cimetière qu'elle avait visité au bas de la route. La façade de l'hôtel ne payait pas de mine. Seul un écriteau en laiton vissé dans le mur et portant la mention pension de famille permettait à Lorena d'identifier son lieu de résidence pour les prochains jours. Elle agita une petite cloche et entra sans attendre. Le vestibule était une pièce minuscule occupée par un comptoir en bois. Un papier peint aux motifs floraux caractéristiques des années 60 recouvrait les murs. Au moment même où Lorena déposa son sac, un homme surgit de la salle attenante, un chiffon à la main. Plutôt jovial, il arborait une énorme moustache. Lorena ne put discerner son sourire, de commerçant, qu'aux ridules qui se formèrent à la commissure de ses paupières quand il lui lança un bonjour franc et chaleureux. Vous devez être Madame Mancini. C'est exact, bonjour. Avez-vous fait bonne route? Vous venez de Padoue, si je me souviens bien, ajouta-t-il en fouillant dans les papiers qui se trouvaient devant lui. De Padoue, oui. La route est longue et le temps n'a rien arrangé à l'affaire. L'homme qui devait être le patron de l'hôtel jeta un œil à Lorena et constata qu'elle était trempée de la tête aux pieds. Vous n'êtes tout de même pas monté à pied depuis la route du Bain. Vous auriez dû me téléphoner depuis Frosinone. Je serais venu vous récupérer à la gare. Vous devez être transit froid. C'est gentil, mais je ne pensais pas qu'il pleuvait autant dans le sud. Je suis habitué, vous savez. Tenez, voici les clés de votre chambre, la 107 au premier étage. Nous ferons les papiers et remplirons les formalités une fois que vous serez séché. Prenez une douche bien chaude. Lorena sort de sa torpeur lorsqu'elle ne distingue plus la chaleur de l'eau de celle de son corps. Là, sous la douche, elle reprend peu à peu ses esprits. Elle ne sait pas comment elle va s'y prendre,
ni ce qu'elle cherche vraiment. En attendant, elle a besoin de manger et dormir. Vêtue de vêtements chauds et secs, elle redescend. Elle redescend. À peine pose-t-elle le pied dans la salle de restaurant que le patron l'interpelle. Je peux vous offrir quelque chose à boire? Lorena commande une bière. C'est offert par la maison, lance l'hôtelier avec un clin d'œil. Merci, c'est gentil. Dites-moi, qu'est-ce qu'une fille du Nord vient faire dans un trou paumé comme celui-ci? Ben, je cherche des renseignements sur une famille qui a habité ici avant la guerre. Peut-être les connaissez-vous? Avant la guerre? Ça m'étonnerait. Je vis ici depuis une quinzaine d'années. Ma femme, elle, pourrait peut-être vous renseigner car elle est née ici. Malheureusement, elle est à Naples au chevet de son grand-oncle. Oh, je vois. Savez-vous quand elle a prévu de rentrer? Aucune idée. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'elle ne s'éternise pas trop. C'est pas simple de faire tourner la boutique sans elle. Comment vous avez dit qu'ils s'appellent, ceux que vous cherchez? Je n'ai pas dit leur nom, c'est la famille Magris. Magris. Je connais bien un Manfredi qui habite un peu plus bas sur l'autre versant du village, mais il est cul de jatte. D'ailleurs, je le vois plus beaucoup. Ça se trouve, il serait mort qu'on se le saurait même pas. Mais bon, mort ou pas, il vous intéresse pas, le Manfredi. Mais non, en effet, sauf s'il connaît les Magris. Ouais, peut-être bien, il était là avant la guerre. Et où puis-je le trouver, ce monsieur Manfredi? Il crèche dans la via del Ulivio. Vous pouvez pas manquer sa maison, conclut-il énigmatique. Merci, dit Lorena en enfilant ce manteau. Attendez, vous comptez pas sortir sans manger? Allez plutôt vous installer tranquillement en salle, je vais vous servir une soupe revigorante. Vous aurez tout le temps, vous aurez tout le temps demain pour trouver Manfredi. J'arrête là, le chapitre continue un peu, mais voilà. Bon, Merci. c'est un chapitre de transition, comme on dit, hein. Il y a pas vraiment de révélation. Euh, voilà, il y a quand même quelques petits indices qui sont disséminés là, ça et là, mais il n'y a pas de, Finalement, voilà, ça fait pas avancer l'intrigue. non, finalement, j'ai d'autres questions en entendant ton extrait. C'est le personnage, c'est le nom de famille, Magris. Il y a un grand auteur italien qui s'appelle Claudio Magris. Pour le coup, est-ce que c'est aussi inspiré de cet Exactement. auteur? Est-ce que Lorena fait aussi référence à Sophia Loren? Il est question aussi de Sophia Loren à un moment donné dans le roman. Est-ce qu'il y a des ponts par rapport au personnage? Est-ce que tu t'inspires de cela ou pas du tout? Magris, clairement. Lorena, non, pas du tout. Lorena, je ne sais pas du tout comment j'ai trouvé ce prénom. Là, il m'est venu tout seul. Là, j'ai aucune explication sur ce nom-là. Le chercheur, il s'appelle Terra Voce, donc ça veut dire la voix de la terre. Et ça, c'est un nom qui me tenait particulièrement à cœur. Je ne savais pas trop à qui l'attribuer au début. Et puis je me suis dit que c'était bien parce que le chercheur a quand même les pieds sur terre. C'est lui qui est le garant de la vérité. Et donc je me suis dit, tiens, ça serait pas mal que ce soit ce personnage-là qui porte ce nom. Après, Silone, c'est aussi un nom d'un personnage du premier antifasciste italien qui a été exilé, qui s'est exilé en Suisse et qui a écrit un livre sur son expérience d'exilé et sur le fascisme. Donc là aussi, c'était un clin d'œil. Donc ça, c'est le personnage de Massimo. Voilà. Après, les autres noms, Le bah, chien de Massimo, c'est Gramsci. oui, bien sûr. Gramsci. Là, j'étais obligé. Ouais. Même s'il l'appelle Gram, parce que il n'assume pas trop peut-être de l'appeler Gramsci, donc il l'appelle Gram. Est-ce que d'ailleurs tu t'es posé la question de savoir ce que tu aurais fait à la place de Lorena, à la place de ton personnage principal? Parce que finalement, elle aurait très bien pu, son enquête se déclenche à travers Elio, s'il ne l'avait pas un petit peu poussé, si elle avait vendu la maison familiale très rapidement, si elle n'avait pas cherché dans le grenier les affaires de ses parents. Est-ce que tu t'es posé la question? Est-ce que tu Ah, t'es transposé? est-ce que je me suis posé la question? Oui, je me suis posé la question. J'aurais été beaucoup moins courageux qu'elle, je pense. Après, peut-être qu'en étant habité comme elle l'est enfin, voilà, cette volonté à la fois de tirer un trait sur le fascisme qu'elle pensait qui coulait dans ses veines et donc de découvrir une nouvelle facette de l'histoire de sa famille, peut-être que j'aurais fait la même chose. Mais c'est une fille qui est très très courageuse et puis voilà, elle n'a pas peur de partir au-delà, enfin au-devant de l'inconnu. Est-ce que je suis aussi courageux? Je suis pas sûr. Mais ça dépend un peu des motivations, je pense, et voilà, de l'importance que ça a revêt pour se construire aussi derrière.
Et tout à l'heure, ça sera ma dernière question. Tout à l'heure, tu as parlé de ton prochain roman. Est-ce que tu peux en dévoiler quelques pistes? Tout à l'heure, tu as dit que c'était quelque chose d'historique autour d'une période historique. Est-ce qu'on peut savoir laquelle potentiellement? Bah, Si ça tu- sera. Alors, je compte en parler avant la soirée Evelyl auquel je participe, puisque je vais voir Emmanuel, Justine et Judith. D'ailleurs, encore une fois, je tiens à remercier Judith qui travaille avec Éditorial. Judith Oriol, c'est elle qui a mis la main sur mon manuscrit et c'est elle qui l'a lu d'une traite et l'a tendu à Justine et à Emmanuel. Donc, encore une fois, je dois beaucoup à Judith. Donc, je compte parler un petit peu de tout ça avec elle. Mais en gros, j'aimerais bien travailler autour des Brigades Rouges. Parce que, alors là encore une fois, je veux pas tout déflorer de ce roman-là de Pietraseka, mais il y a un personnage que j'exploite pas du tout et qui a beaucoup beaucoup de choses à dire. Et en fait, c'est autour de ce personnage-là que j'aimerais bien travailler. Mais ça sera pas du tout une suite. Il y aura pas les mêmes personnages. C'est une autre époque, puisque moi je veux je veux que ce soit beaucoup plus tard dans le temps. Voilà. Mais en gros, j'aimerais bien travailler sur les années 70 et les années 80 en Italie, en effet. Eh bien, c'est très bien. C'est un super Voilà. programme. Merci. Merci infiniment, Alexandre, Et pour merci à tes toi, et puis réponses. merci à vous toutes et tous. Et je le remontre, Les Silences de Pietraseka aux éditions Emmanuel Colas. Vous n'allez pas être déçus. Turnover, le mot est un peu galvaudé, certes, mais là, pour le coup, c'est la vérité. Vous n'allez pas le lâcher. Vous allez vraiment essayer de savoir ce qui se passe pour Lorena. Je vous mets au défi de savoir ce qui se passe réellement. Ça va être compliqué. Moi, en tout cas, je suis tombé dans le panneau totalement. Et pourtant, je suis pas trop maladroit avec ce genre de choses. Mais là, pour le coup, je suis vraiment tombé dans le panneau alors que les indices étaient là, mais je ne les ai pas forcément entreaperçus. Donc, ça veut dire que c'est un très bon roman. Merci Tant infiniment, mieux. Merci Alexandre. beaucoup. Une très belle Merci. soirée à tous. Merci, Alexandre. Merci. Et au 17 pour celles et ceux qui Et seront au là. 17 pour la soirée Evelyl, puisque Voilà. tu y seras en effet. Exactement. À bientôt. À bientôt.